Et la volonté que nous avons dans ce gouvernement pendant les prochains mois, pendant les prochaines années, c'est de respecter totalement, pleinement la concertation sociale qui est une grande tradition en Belgique. En Belgique, les dernières décennies, on a construit progressivement le progrès social, la sécurité sociale, en mettant autour de la table les représentants des entreprises, les représentants des syndicats. Les Gilets jaunes demandent la création d'un site lisible et efficace, encadré par un organisme indépendant de contrôle, où les gens pourront faire une proposition de loi. Donc, qu'est-ce que c'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne? N'importe quel citoyen peut soumettre une mesure au vote des autres citoyens. Si la proposition en question obtient 700 000 signatures, elle devra être discutée, complétée et amendée par l'Assemblée nationale qui aura obligation de la soumettre au vote de l'intégralité des Français. Elle sera suivie d'un référendum national dans un délai de 1 an. C'est assez technique. Il existe 4 types de RIC. Le RIC abrogatoire pour abroger une loi, le RIC révocatoire pour révoquer n'importe quel responsable politique, le RIC législatif pour proposer un texte de loi et le RIC constituant pour amender la Constitution. En Italie, ils ont un référendum d'initiative citoyenne qui leur permet de contester des lois qu'ils trouvent mauvaises, mais pas en matière fiscale. Alors que c'est un sujet essentiel, les citoyens devraient pouvoir, à leur propre initiative, contester l'impôt. Des référendums d'initiative populaire peuvent ne concerner qu'une certaine matière. Par exemple, aux États-Unis, le référendum d'initiative populaire qui est le plus souvent appliqué s'appelle le recall, RECA2L, qui est le référendum révocatoire, qui permet de se débarrasser d'un élu qu'on estime défaillant. Ça, c'est pas en toute matière, c'est-à-dire que tu ne fais pas grand-chose avec ça. Avec ça, tu te débarrasses de quelqu'un que tu considères comme particulièrement pourri. Les populations qui vivent dans trop peu de droits au logement, de trop peu de droits à l'emploi, de trop peu de droits à la santé, de trop peu de droits à une école qui réussit avec tous, de trop peu de droits à la culture, subissent au quotidien une violence qui se traduit comment? Qui se traduit par le fait que le potentiel que chacun a en lui et que chacun peut cultiver à travers le milieu qu'il fréquente, que chacun peut cultiver dans l'école, le quartier, l'environnement dans lequel il est, ce potentiel, quand il est dans le trop peu de tout, il est obligé de le manger pour survivre. Et donc, non seulement il y a une violence du privation des droits, mais il y a aussi l'obligation de vider son potentiel à exclusivement gérer les banalités du quotidien. Se chauffer, se déplacer, se loger, etc. Et ça, c'est terrible. C'est une violence ultime qui est terrible pour l'individu, mais qui est terrible pour la collectivité dans laquelle il existe, mais qui est terrible même pour le développement d'une région. Parce qu'effectivement, quand toute l'énergie, toutes les pensées, tout le stress, toutes les heures doivent être consacrées à ça, eh bien c'est de la perte collective au-delà de la souffrance, de la douleur individuelle et de l'impossibilité de se réaliser. Avec le RIC,
on aura accès à tout ça, plus ce qu'on a oublié, plus ce qu'on ne pouvait pas encore imaginer et qui apparaîtra au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'avec le RIC, on obtient une puissance durable, une puissance politique, c'est ça qui nous manque. Avec une revendication, on va régler toutes les revendications et bien d'autres encore. Mais il y a un autre argument de forme sur la négociation. Si dans une liste de 40 revendications, on met le RIC au milieu de 39 autres, les élus qui vont dire oui ou non, les ministres qui vont dire oui ou non, eux, ils savent très bien ce qu'ils ont à perdre du RIC. Je peux te dire que pour eux, le voyant rouge, le truc, gros danger de mort politique, c'est le RIC dans la liste. Et donc, c'est pas béni pour eux de prendre les 2 premières, les 3 suivantes, quelques plats de lentilles. Par rapport au RIC, c'est quelques plats de lentilles. Augmenter le SMIC à 1300, mais puis ils s'en foutent complètement. Dans quelques années, l'inflation aura tout bouffé. Donc ils s'en foutent. C'est pas. Et donc, dans une liste de 40, ils vont pas nous donner le RIC. Et en plus, ils n'auront même pas à argumenter. Ils vont botter en touche. Ils vont ramener la conversation vers ce qu'ils ont donné ou d'autres choses qu'ils n'ont pas donné pour expliquer pourquoi ils n'ont pas donné. Et ce sera facile de même pas discuter. Pour ou contre le RIC? Le RIC? Pour. Pour? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que je pense que la démocratie, elle s'exerce d'abord par le peuple. On élit des gens, mais qui représentent pas le peuple. Donc ça serait bien que le peuple se fasse entendre et que ça remette un petit peu les choses à plat, quoi. Après, bien sûr, peut-être que tout le monde n'est pas en capacité de pouvoir le faire, mais tout au moins, chacun a le pouvoir et le droit de pouvoir s'exprimer, au moins de ça. Après, bien sûr, il faut peut-être, je sais pas, concentrer certaines idées et puis qu'il y ait des groupes de parole, des échanges, de manière à ce que la pensée soit plus structurée. Mais la première des choses, c'est déjà de consulter le peuple. Ça, c'est la première des choses et c'est primordial dans une démocratie. Est-ce qu'avec le RIC, on a encore besoin de représentants? C'est parce que nous avons l'intention de ne pas faire de la politique toute la journée, on n'a pas l'intention de discuter toutes les lois, on n'a pas l'intention de voter toutes les lois. On veut des représentants qui vont s'occuper des lois, mais comme ça fait 200 ans qu'on se fait voler comme au coin du bois par un système capitaliste dans lequel les marchands ont pris le pouvoir d'écrire les lois, on veut reprendre la main. Avec le RIC, on reprend la main, mais on reste dans le gouvernement représentatif. Dodo, l'enfant dormira bien vite. Dodo, l'enfant dormira bientôt. Donc, je m'appelle Slim Reouma, je suis caporal-chef du service de santé des armées. J'ai passé 8 ans au sein du régiment médical de la Valbonne. Là, actuellement, j'ai été muté suite à un syndrome post-traumatique et un arrêt maladie longue durée. Je me suis retrouvé donc muté à l'hôpital Percy, donc l'hôpital militaire de Clamart. Je suis secouriste. J'ai fait l'Afghanistan de juin à décembre 2011, donc c'est suite à ça que j'ai eu un arrêt maladie prolongé. Ça a été le mandat le plus meurtrier de l'armée française, ce mandat en Afghanistan. Raconte-nous un petit peu juste quand on vous a envoyé en Afghanistan à l'époque, qu'est-ce qu'on vous a dit? C'est pourquoi? C'est pour la démocratie? C'est pour... Voilà, bon, c'est un peu le fantasme de nos politiques voilà, ce qu'ils nous racontent. On nous raconte que c'est pour la démocratie, c'est pour les droits de la femme, que voilà, ces gens-là sont des sauvages, hein. Puis on y va bon train, sauf que la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que voilà, chacun d'entre nous, je sais pas, vous imaginez qu'à 4 heures du matin, vous avez une équipe qui arrive chez vous, qui défonce votre porte à coups de latte ou à coups d'explosifs.
que ça réveille tout le monde dans la baraque, les anciens comme les tout petits, que ça gueule Qu'est-ce que, voilà, moi je demande à chacun d'entre nous, vous faites quoi, si ça vous arrive, qu'est-ce que vous feriez? Quand j'étais militaire, quand j'étais, on va dire un peu dans le 3e RIMA, mais surtout quand je suis parti du RIMA dans la Légion. Il y a quelqu'un qui a posté une liste exhaustive de gens pédophiles. Et je voudrais régler quelque chose à ce sujet-là. Je l'ai d'ailleurs moi-même posté sur mon compte. Beaucoup de gens pensent que les pédophiles, ça s'arrête aux hommes et qui du coup ces hommes-là violent des filles. C'est ce que l'on voit en général. De ceux qui sont dénoncés, on nomme sans arrêt que des hommes. Et de temps en temps, une femme comme ça qui vient on sait pas d'où, sur 1000 bonhommes. Façon de parler. Mais c'est la réalité. Telle que eux la montrent. Mais c'est pas la vraie vérité que moi je sais. La réalité et la vérité, c'est une autre chose. Parce que moi, j'ai vu de mes yeux de ce que j'ai vécu. Il y a des choses que j'ai pas le droit de dénoncer. Je suis toujours tenu dans le secret, entre guillemets, on va dire professionnel, en tant que ancien militaire. Allez-y, ouais. Donc pourquoi vous êtes venu ce soir alors? Alors concrètement, on sait qu'il y a des annonces qui ont été faites, même des gains qui ont été obtenus par les syndicats au niveau du ministère. On sait qu'il y a eu des augmentations de salaire. C'est une chose, c'est bien, c'est un début de reconnaissance. Mais malgré qu'on remercie malgré tout nos organisations syndicales de faire le travail, l'argent ça fait pas tout. Et à un moment donné, quand on est policier, c'est aussi pour des valeurs. Et les valeurs, il faut le dire, surtout dans cette période contestée actuelle avec les gilets jaunes, les valeurs c'est est-ce qu'on défend le peuple ou est-ce qu'on défend les élus du peuple? Et là le problème c'est qu'aujourd'hui il faut choisir et on choisit le peuple. Et est-ce que toi par rapport à guerre impérialiste on va dire, par rapport aux pipelines qui étaient tirées depuis le Kazakhstan, surtout l'Afghanistan, etc. Est-ce que tu as vu des gens débarquer pour mettre en place ce pipeline? Est-ce que tu as vu cet impérialisme? Non, parce que je crois savoir que les pipelines, alors moi je les ai pas vus de visu, d'accord, je les ai pas vus de visu, ces pipelines, je sais qu'ils sont là. Mais il se trouve que moi, ils sont déjà finis en fait. Hein. Quand moi j'y étais de juin à décembre 2011, c'était déjà fait. Hein. Ouais. Le travail avait déjà été fait. Hein. D'accord, il fallait juste sécuriser, vous étiez là pour sécuriser quoi. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. D'accord. Moi j'étais là-bas aussi pendant la libération de Christian Chesneau et Georges Malbruno. D'accord, les 2 otages là. Les 2 journalistes là, quand ils les ont libérés, bah, c'était marrant parce qu'en fait, comment ça s'est passé? On nous a envoyés en fait au carton. Hein, dans un coin où ils savaient pertinemment qu'on allait s'en prendre plein la poire, et pour derrière laisser la place libre pour les FS, hein, pour les forces spéciales, pour qu'ils puissent aller les chercher en toute tranquillité. Mais nous, on ne nous avait pas tenus au courant. Hein. On ne nous a rien dit. Hein. On nous a envoyés au casse-pipe, et puis ils ont envoyé les forces spéciales pour récupérer les colis. Voilà, ça s'est passé comme ça. Est-ce que vous aviez un support aérien ou quoi, ou vous êtes allé comme ça? Sur celle-là, il y a eu des supports. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Il y a eu des supports. Ouais. Comment tu prends le fait que le trafic de drogue ait augmenté en Afghanistan après que les Occidentaux soient allés en Afghanistan justement? Je pose la question à mes chefs. Moi, tu sais, je suis un soldat du rang. Hein. Je suis un soldat du rang. Par contre, je suis pas con. Hein. Par contre, je suis loin d'être bête. Et effectivement, ouais, voilà, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Donc voilà, c'est pareil. Mais ça, il faut demander des explications. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour à toutes et à tous. Alors, je fais comme tout le monde, hein, je fais ma petite vidéo. Donc ce message s'adresse bien entendu à l'ensemble des Français, mais plus particulièrement aux militaires. Donc quand je dis militaires, j'entends par là les militaires d'actifs, les gendarmes, les réservistes, les vétérans, les anciens combattants et tous ceux qui se reconnaîtront dans ce message. Alors, je me présente brièvement, je m'appelle Sébastien, j'ai servi 8 ans dans l'infanterie. Au cours de ces 8 années, j'ai vécu 6 déploiements en opération extérieure, plus bien sûr tout un tas de petits vigipirates et tout ça quoi. Donc je suis parti 3 fois au Liban, je suis allé en Afghanistan, au Mali, en Centrafrique. Et voilà, alors c'est pourquoi je vous dis ça aujourd'hui. Je vous dis ça parce que très naïvement, quand je me suis engagé à 17 ans et demi, je pensais
étant soldat de la France, que j'allais défendre mon pays, défendre mon drapeau, défendre mon peuple. Voilà, j'étais fier de tout ça, j'étais vraiment très très fier de tout ça. Et lentement mais sûrement, j'ai un petit peu déchanté pour en arriver à la conclusion à la fin qu'en fait je ne servais pas mon pays et mon peuple, mais je servais ni plus ni moins que les intérêts commerciaux du gouvernement, de l'État et des gens qui les manipulent. J'en ai vécu des situations où on a démonté des réseaux pédophiles. Je vais en citer quelques-uns. Quand je suis parti en Afghanistan, malheureusement, ça va choquer certains, parce que les gens pensent que l'Afghanistan, c'est qu'un pays en fait qui a voulu faire entendre ses raisons contre le colonialisme occidental et tout ce qui devait être imposé, qu'il y a aujourd'hui dans lequel on est dans la merde. Je vais pas m'étaler sur ces sujets-là. C'est pas la raison du pourquoi je fais cette vidéo. Et la Libye. Ah oui, ça vous choque, hein. Bah ouais, ça vous choque. Et pourtant, c'est la réalité. Mais il y a pire que ces deux pays dans lequel je suis parti en OP pour démonter un réseau pédophile par pays, hein, de ces deux pays-là. Quand je suis parti au Rwanda, c'était pire que tout. Vous imaginez même pas. Vous imaginez pas les réseaux pédophiles qu'il y a et les meurtres qui sont faits. Les meurtres qui sont faits pour créer des réseaux d'organes, de vente d'organes. Quand on est parti en OP au Rwanda, on est parti pour démonter ces réseaux de pédophiles. Alors d'aujourd'hui, le plus grave du grave, c'est qu'on s'aperçoit que ces mêmes politiciens, ces gens qui font partie du gouvernement pour lequel vous votez, pour lequel moi j'ai jamais voté, jamais. Alors d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est eux qui créent ces réseaux pédophiles. C'est eux. Ces mêmes hommes politiques qui nous ont envoyés au Rwanda démonter ces réseaux pédophiles, c'est eux qu'on voit aujourd'hui en train de créer, de lobotomiser dans la tête des gens, de faire en sorte que ça soit devenu une addiction, en passant par quoi? En passant par quoi? La banalisation. De banaliser dans la tête des gens et dans le cœur des gens la pédophilie. Très symbolique de ce qui se passe actuellement sur les Champs-Élysées, où nous avons des personnes qui sont représentées différents corps d'armée, corps de police, et ça pour le coup c'est quelque chose qui est beau, et je tenais à vous le faire voir parce que la représentation elle est là, et le geste est fort. Le geste est fort, le geste est très symbolique. Et pour le coup, il faut que ce soit vu, il faut que ce soit partagé aussi, parce que vous voyez qu'on a le soutien de ces personnes-là, et ça veut dire quelque chose. Ce sont tous des anciens actifs, des anciens combattants. Nous avons notre représentant, donc Christophe Guerrero, qui a actuellement donc, le béret bleu, qui a servi au Liban. Voilà, donc c'est avec lui que nous nous déplaçons chaque samedi. Et donc là, il a retrouvé des frères d'armes de différents corps. Mon constat, mon sentiment profond, c'est que je ne suis qu'un mercenaire à la solde de multinationales avec l'étiquette France. Voilà, dans les pays étrangers, on nous envoie pour aller récupérer les matières premières, hein, voilà, en fait, pour sécuriser les sociétés qui viennent récupérer les matières premières pour en faire commerce. Ouais, je m'en rappelle avoir vu en Libye, une fois que tout était terminé, plus ou moins terminé, en tout cas que Kadhafi était tombé, etc. Je m'en souviens avoir vu toute une troupe de PDG d'entreprises, hop, tout le monde dans un avion et direction la Libye pour ramasser tout ce qui peut être ramassé, quoi. Hallucinant. L'impérialisme à l'état pur. Pour l'Afghanistan, quand on voit des sénateurs français arriver sur le terrain afghan et participer à ce qu'on appelle des shouras, c'est-à-dire des assemblées où les chefs de tribus viennent se rassembler pour discuter de choses, ça a fait penser au think tank, hein, le groupe Bilderberg, il paraît que ça n'existe pas. Hein, bon, on voit que ça existe, on sait que ça existe, on sait que les sénateurs viennent en Afghanistan pour faire du lobbying. Tant qu'on n'aura pas de McDonald's, voilà, on restera là-bas. Ouais, le but, en fait, c'est le McDo, c'est de pouvoir installer notre système là-bas, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, là, c'est clair. C'est assez clair. D'accord. Voilà. Juste un petit mot sur le Mali, je sais que tu n'y es pas allé, etc. Mais pour toi, est-ce que c'est une guerre impérialiste aussi? Mais évidemment, c'est une guerre impérialiste. Qui est au Mali? Quelles sont les sociétés françaises qui sont au Mali? Faites la liste.
Voilà. Faites la Areva. liste. Areva est là-bas, voilà. Areva, l'uranium, bien sûr. Je crois qu'il y a de l'or aussi. Enfin, il y a des matières premières, il y a des sociétés qui exploitent là-bas. C'est ça la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est ça. Quand on envoie des soldats, c'est pour protéger ces sociétés qui font ce travail-là. Maintenant, voilà, faut pas. Les intérêts supérieurs de la France, c'est quoi? C'est ça. C'est ça, les intérêts supérieurs de la France. Moi, pour moi, hein, à mon sens, hein, pour moi, les intérêts supérieurs de la France, c'est les Français. C'est les Français qui dorment dehors. C'est pas normal. Quand il fait froid, quand il caille, c'est pas normal qu'il y ait des Français qui dorment dehors. C'est pas normal qu'il y ait des Français qui dorment dehors devant les grands pavillons qui coûtent des millions d'euros autour du bois de Vincennes, là. Sachez bien que la gestion de ces réseaux pédophiles, que je vais pas dénoncer tout de suite, mais ça va venir. J'attends des choses. C'était des femmes, 2 femmes, dont une, proche d'un ministre français. Si vous saviez les choses que je sais, interdit de divulguer et de dire, sous peine d'être enfermé à l'hôpital psychiatrique, détruit à coups de médoc, et tué même, tué. Des gars de mon contingent en ont fait les frais, je vous le dis, des gars de mon contingent en ont fait les frais. Qu'est-ce que vous avez à pas sortir dans les rues? Qu'est-ce que vous avez à vouloir faire de la politique avec ces gens-là, ou vouloir garder ce gouvernement pourri? Faut le démonter, ce gouvernement. Et c'est pas en disant il faut destituer Macron, et puis ceci. Mais ils sont des centaines derrière. Ils sont des centaines derrière à prendre le relais, vous voyez pas ou quoi? Ils sont des centaines et vous devez pas voter pour des gens comme ça, et ni pour un système comme ça. Ce système, faut le démonter. Et il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que de désobéir à ce système, en arrêtant de produire pour ce système, de travailler pour ce système. Parce que vos enfants leur appartiennent. Vous en avez rien à foutre. C'est pour ça, moi, que je suis parti dans les pays que je suis parti, pour avoir une France pareille. J'ai honte. Vous me dégoûtez tous. Vous me dégoûtez tous. C'est pour voir des gens comme vous que je suis parti. Sachez que l'économie française serait pas celle qu'elle est si moi et des gars de mon contingent, je vous le dis, des gars de mon contingent n'étaient pas partis, la France serait pas celle qu'elle est, je vous le dis. Vous travaillez avec vos petites mains pour ce système, et c'est vous qui générez tout ce système. Vous le générez. Résultat de l'histoire, vous enrichissez tous ces bâtards. Qu'est-ce qu'ils font avec tout ça? Ils déclarent des guerres, ils préparent des guerres, ils les déclarent, et ils justifient après qu'il faut intervenir. Pour aller voler, piller, tuer tous ces pauvres gens qui n'ont rien fait. Tout ça pour leur avenir satanique. Tout ça pour leur avenir satanique. Des ressources qu'ils ont besoin actuellement pour créer tout ce monde de merde. Il n'y a qu'en désobéissant. Il n'y a qu'en désobéissant au système, en travaillant plus pour le système qu'on l'écroulera. Il faut que ce système dégage. Il en faut un autre. Il faut qu'on soit régi. Mais pas de cette sorte avec ces bâtards qui pensent qu'à tuer le monde et s'exercer dans la pédophilie, la honte. Le consentement sexuel, il va être pour qui d'après vous? Pour qui va être le consentement sexuel? Pour vous? Danas su žuti prsluci ovako najaktuelniji u čitavoj Evropi, pa evo da i ovde u Domu Narodne skupštine Republike Srbije. Hoćemo normalno gorivo i vi ćete dobiti žute prsluke na ulicama Beograda.
demande moins de taxes. Ou alors moi je veux bien payer des taxes, mais il faut qu'elles nous reviennent. Camarades, trop c'est trop. Nous disons non à cette augmentation des prix des hydrocarbures. Nous attendons du gouvernement un effort de guerre, notamment par la réduction des salaires des ministres, payés à coups de millions. On est là pour se battre contre un système qui fait passer le profit avant l'humain. Et là, on dit non, on dit stop. Toutes les revendications sont sincères. On est là pour plus de justice sociale, plus de justice fiscale, plus de justice tout court. Quand on voit un François Fillon qui détient 900 000 € d'argent public et qui se balade, qui se pavane carrément, un Cahuzac pareil, qui n'a pas de peine de prison. Et à côté de ça, on voit un SDF qui vole 2 paquets de pâtes et qui prend 3 mois de prison ferme parce qu'il a faim. Et c'est pour ça, moi, aujourd'hui, que je suis dans la rue. Je suis franchement indigné par ça. Comment peut-on dire des choses pareilles? Il y a quelqu'un un assaillant qui a tué 3 personnes hier soir à Strasbourg, qui en a blessé gravement d'autres. Il y a des personnes qui sont entre la vie et la mort. On se parle notamment parmi ces blessés graves, il y en a 2 qui luttent pour la vie. Alors vous avez vu Laurent Nunez, le secrétaire d'État donc à la sécurité, etc., qui nous explique, pareil, du sentimentalisme. Vous vous rendez compte, il y a des gens entre la vie et la mort. Et ils osent penser ça. Ah bon? On ose penser ça? Vous connaissez Gladio, monsieur Nunez, hein? L'opération Gladio, c'est bien l'OTAN, la CIA. Il y a des documentaires extrêmement détaillés avec le témoignage des gens qui ont été condamnés à de la prison dans cette affaire, avec l'implication du patron des carabinieri italiens, du patron des services secrets de l'armée, le patron des services secrets normaux, qui étaient tous impliqués avec le gars de la CIA qui parle et qui explique pourquoi l'OTAN a tué des dizaines et des dizaines d'Italiens dans les attentats de Bologne. L'attentat alors il y avait l'attentat de Bologne, Piazza Fontana, Aldo Moro qui a été kidnappé, tué, l'implication de la loge P2, Licio Gelli, l'implication bien sûr du Premier ministre de l'époque qui était également franc-maçon. Donc la franc-maçonnerie, la loge P2 là-dedans, elle a un rôle central, et on nous explique comment pouvez-vous oser dire ça. Mais vous vous prenez pour qui? Vous nous avez pris pour des imbéciles ou quoi? Vous nous avez pris, vous pensez quoi? Enfin, c'est quand même assez ahurissant. Mais vous allez nous interdire de penser? Monsieur Macron, je suis pacifique, ne vous inquiétez pas. Moi, monsieur Macron, j'ai un petit cadeau pour vous, parce que depuis le 17 novembre, je suis gilet jaune. Je suis gilet jaune, monsieur Macron. Et j'ai envie que vous le soyez avec nous. Attendez, je vais pas me déshabiller, ne vous inquiétez pas. Là, je suis un peu ému quand même, je vous l'avoue, alors que... Non. Je vais vous le rendre. Hop. De moi, monsieur Macron, et j'espère que BFM... Non, je vais vous le prendre. Non, je vais vous le prendre, mais je ne le mettrai pas. Monsieur Macron, nous sommes toutes des femmes ici, et je pense que vous devez faire plaisir aux dames. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas refuser à une dame... Non, regardez, monsieur Macron, regardez ce que l'on va faire. Regardez, écoutez-moi, ayez confiance en moi, je ne vais pas... Tenez, madame Schiappa, je vous porte pas dans mon cœur non plus, parce que vous avez des phrases, des fois, qui me déplaisent. Mais je vais vous dire... Mais bon, je suis là quand même. Je suis le président de toutes les Françaises et tous les Français. Oui. Mais j'ai le droit
de ne pas mettre un collier gilet Alors, jaune, moi, je de ne pas dis- mettre un gilet jaune. Vous avez travaillé dans le département juridique de la Banque mondiale pendant 20 ans avant d'en partir. Vos vidéos commencent à être connues à l'étranger et en France. Alors première question, comment avez-vous découvert qu'une élite financière se sert de la Banque mondiale pour piller les richesses des pays pauvres? Et pouvez-vous nous donner un exemple de corruption dont vous avez été le témoin à la Banque mondiale? Oui, c'est que l'information ne va pas d'un coin de la Banque mondiale à l'autre. Et pour ça, s'il y a quelqu'un qui veut corriger une bêtise, les gens sont mis à la porte. Et pour ça, parce que cela concerne de l'argent, on peut dire que la corruption, c'est partout. Et ce que je fais, je travaille avec les autres gens qui sont aussi mis à la porte. Nous sommes une équipe de, qu'est-ce que c'est en français, whistleblowers. Et comme ça, nous avons tous constaté que c'est corrompu là. Il y a des livres qui sont très lourds. Le choix de la défaite d'Annie Lacroix-Rize, dont je parle depuis 10 ans. C'est une agrégée, Annie Lacroix-Rize. Ancienne élève de l'école normale supérieure, agrégée d'histoire, professeure d'histoire contemporaine à l'université Paris 7. Elle passe à la télé quand même régulièrement. C'est Annie Lacroix-Rize qui vous explique comment, comment a été organisé le complot de la défaite, etc. Il y a presque 600 pages et il y a des milliers de notes, les cotes des archives. Il y a que ça. Et M. Blanquer nous explique que c'est le choix de la facilité et l'autre de l'anonymat. Et Laurent Nunez nous dit que, oulala, c'est pas bien, il y en a qui sont morts, vous vous rendez compte, ils osent dire des trucs pareils. Ah bon? Ben, fallait pas être complice d'assassinat. Fallait pas que Mitterrand tue les gars du Rainbow Warrior avec les 2 agents de la DGSE. Il y a eu quand même un faux attentat de Greenpeace, vous vous souvenez? Ou peut-être voulez-vous qu'on parle du faux attentat de l'Observatoire pour faire croire que Mitterrand était cible d'un attentat, hein, l'Observatoire. Ça, je l'ai inventé. Est-ce que je l'ai inventé, hein, dites-moi, l'attentat de Karachi, la DCN, les ingénieurs français de la DCN qui ont été massacrés, on a expliqué que c'était Al-Qaïda. Et 10 ans après, on apprend que c'était des affaires de rétrocommission et que c'était une vengeance entre Chirac, Balladur et je ne sais qui d'autre. Hein, on a tué 10 gars, 12 gars, 12 ingénieurs français, on les a fait buter comme des chiens. Et après, on nous explique que c'est Al-Qaïda alors que ça n'a strictement rien à voir avec Al-Qaïda. C'est en jugement encore. Et d'ailleurs, ça traîne en longueur jusqu'à ce que tous les protagonistes décèdent. Parce que qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'ils mettent en prison Chirac? Qu'ils mettent en prison Balladur? Ou Sarkozy? C'est faisable pour l'image de la France? Donc on nous explique qu'il n'y a pas de complot. Et on nous dit même prouver qu'il y a un complot. Le complot, on ne peut pas le prouver tout de suite comme ça, c'est impossible, puisque ceux qui le commettent, c'est eux qui tiennent la police et la justice. Donc c'est juste pas possible. On peut, hein, d'accord. Par contre, au bout de 10, 15, 20 ans, il y a des gens qui décèdent, qui parlent, qui écrivent des livres, il y a des gens qui témoignent, il y a quelques procès qui nous permettent d'avoir certaines vérités, et là on passe aux choses sérieuses. D'accord? Et là on passe aux choses sérieuses. Franchement, qui sait à quoi ressemblera votre vie? Vous ferez sûrement des rencontres, puis une belle rencontre. Vous aurez peut-être des enfants, des études à payer, des projets immobiliers à préparer. Et même à la retraite, vous aurez toujours besoin d'épargner pour vos projets. Assurance Vie. J'ai refusé d'être complice de dysfonctionnements majeurs chez mon ancien employeur, la banque suisse
UBS, l'ancienne Union des banques suisses, de dysfonctionnement en matière d'évasion fiscale et de blanchiment de capitaux. Le scandale UBS, c'est, selon les dires de Michel Sapin, notre ancien ministre des Finances, 19 milliards sur des comptes offshore chez UBS à Genève, c'est-à-dire que ces sommes manquent cruellement aux caisses de nos États. UBS a orchestré ce système et elle est aujourd'hui non seulement mise en examen en France pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, où elle risque 10 milliards d'amende, ce qui est énorme, et elle est renvoyée en correctionnel. Être lanceur d'alerte, c'est ni un métier, ni une vocation, chacun d'entre nous peut l'être. À partir du moment où on dénonce des affaires qui sont des affaires d'État, bien évidemment, on est sous un rouleau compresseur, c'est-à-dire que le marché du travail n'est plus accessible aux lanceurs d'alerte, la justice à laquelle on croyait ne dédommage pas, ne répare pas, et quand elle donne raison, finalement, les sommes qu'elle fournit aux lanceurs d'alerte sont tellement minimes qu'ils ne peuvent même pas payer leurs frais d'avocat. Alors on va la voir la vidéo, regardez si vous ne l'avez pas vue chez vous, et on aura vos réactions juste après. Regardez. Je sais qu'il y avait des coups de feu. Il y avait des coups de feu, il y avait des blessés, il y a peut-être un décès. Mais ça se trouve c'est juste un fou. Donc pour l'instant personne ne sait rien. Et si c'est un attentat, dites-vous bien que le mec qui veut faire un attentat vraiment, il n'attend pas qu'il y ait 3 personnes dans une rue le soir à 20h. Il va en plein milieu des Champs-Élysées quand il y a des millions de personnes et il se fait exploser. Ça c'est un vrai attentat. Le reste, c'est des effets pour faire peur. Même si malheureusement il y a des blessés et des décès. C'est grave. Alors, voilà, la théorie du complot, là, dans ce cas précis, ce serait que le gouvernement aurait fomenté cet attentat, ce qui est complètement fou, pour essayer de calmer les gilets jaunes. Le gouvernement qui aurait fomenté cet attentat complètement fou. Non, je le répète, le Rainbow Warrior, les coups d'État en Afrique, ce sont des milliers de coups d'État en Afrique. Des milliers, j'abuse peut-être, mais il suffit de lire un livre extraordinaire, hyper important, La France-Afrique, de feu François-Xavier Verschave, l'association Survie, si ma mémoire est bonne, qui explique parfaitement ce qu'est la France-Afrique, les coups d'État qu'il y a eu, comment on a mis en place. C'est tous des présidents francs-maçons, quasiment 99%. Non, 100%. Là, je ne peux pas me tromper. Tous des francs-maçons. Et comment Guy Pen, Bourgi, Alexandre Djouri, il y a qui d'autre Jacques Faucard, Jacques Faucard quand même. Donc, tous les hommes afriques de l'Élysée sont tous des francs-maçons. Et ils sont tous complices de massacres en Afrique et du pillage de l'Afrique. Ok? Du pillage de l'Afrique. Et on nous explique, oh là là, quand même, c'est extraordinaire. Comment le gouvernement va tuer quelqu'un, mais ils passent leur temps à tuer des gens. Ils passent leur temps à tuer des gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Libye? Ils ont déclaré une guerre tout seuls, c'est le chaos en Libye. Qu'est-ce qu'il a fait Sarkozy et Botul? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué, je sais pas, c'est des dizaines de milliers de morts. L'Irak, on nous a présenté une fiole de farine ou du je ne sais quoi, il leur a dit c'est de l'anthrax. Et après Colin Powell, 10 ans plus tard, il dit que, oh là là, dans un article, je crois, dans l'IB, qui nous explique, je me suis fait avoir par la CIA. Notre métier, l'imagination. Notre métier, la précision. Notre métier, la compétence. Notre métier, l'amour du travail bien fait. La banque est notre métier. Moi, j'ai longtemps cru que la franc-maçonnerie était un réseau puissant, mais plutôt déclinant, parce que un peu 20e siècle. Or, il se trouve qu'il y a de plus en plus de francs-maçons, il y a de plus en plus de candidats pour rentrer en franc-maçonnerie, d'une part. Et deuxièmement, le poids du secret d'appartenance fait que ce réseau ne ressemble à aucun autre. Un certain nombre d'acteurs sont dans une logique d'entraide ou d'exclusion des non-maçons, qui est quand même pas tout à fait conforme, je dirais, aux règles de déontologie actuelles. Où sont-ils le plus influents au sein de l'appareil d'État? Au sein de l'appareil d'État, c'est clairement dans le
secteur de la justice et de la police, que les francs-maçons sont très implantés depuis très longtemps. Vous avez grosso modo un commissaire de police sur 4 qui est franc-maçon. À l'échelon au-dessus, celui de contrôleur général, on peut multiplier par 2, on est à peu près à la moitié. Chez les magistrats, on est dans des proportions un peu plus faibles. Rendre la justice fait l'objet d'une prestation de serment. Quand vous devenez magistrat, vous prêtez serment. Lequel des 2 serments, si vous êtes maçon, l'emporte sur l'autre au moment de juger? Le premier diffuseur de fausses nouvelles, c'est l'État. Et en premier lieu, la fameuse pancarte Macron dégage qui a été effacée par France 3. En second lieu, le nombre de participants à des manifestations. C'est tout le temps divisé par 3, par 4. Ça, c'est une fake news. Comment ils ne peuvent pas calculer le nombre exact des manifestants? Il suffit de faire une photo avec un drone, de prendre un logiciel, ça existe, il calcule le nombre de têtes. Et vous avez exactement le nombre de personnes présentes dans une manifestation. Mais non, ils ne peuvent pas, parce que s'ils disent qu'il y en a eu 100 000, ça va donner des idées au peuple. Du coup, ils vont dire qu'il n'y en a eu que 20 000. Comme ça, ils se disent, oh là là, c'est minable, il n'y a pas eu une grande mobilisation. Quand vous voulez noyer une affaire, vous créez une affaire dans l'affaire, une autre affaire dans l'affaire de la première affaire, de la deuxième affaire, dans l'affaire des affaires. Et bien sûr, pour trouver la vérité, vous créez une commission, comme disait, je crois c'était l'autre, Clémenceau. Clémenceau qui disait que bon, si vous voulez étouffer une affaire, vous créez une commission d'enquête. Donc au lieu de poser plainte et que la justice instruise une affaire sérieuse, ils vont faire une commission d'enquête, comme pour Benalla, ce truc qui sert à rien, et après c'est étouffé. Au bout de 2-3 ans, tout le monde a oublié. Donc, technique assez ridicule, c'est pas très sérieux, mais ils l'utilisent tous systématiquement. Voilà. C'est un costume de Thomas Huchon là. Tu peux dire ça s'appelle les Anunnaki. Voilà. Il y a un truc quand même, il faut nous expliquer. Je sais que ça passe. Vous vous rendez compte? Parfois ça fait vachement. Ça m'a interpellé plusieurs fois, mais j'ai vu que voilà, à la fin des fins, les fake news, quand elles atteignent un certain niveau, en fait elles détruisent la démocratie, elles détruisent des vies, elles détruisent tout. Donc là, tous ceux qui y croient, je vais pas dire tous ceux qui sont trop je mélange les 2 débats, tous ceux qui les diffusent. Le monsieur est en train de nous expliquer que des gens qui sont chez eux, totalement inoffensifs, qui pensent que l'État magouille, ils bousillent des vies. Faut quand même, c'est extraordinaire, non? Ce ne sont pas ceux qui complotent, qui tuent, qui bousillent des vies, c'est ceux qui disent que, au pire, ils se trompent. Au pire, ils se trompent. C'est tout. Par contre, quand on va soutenir une junte au pouvoir en Algérie qui va tuer entre 200 et 300 000 personnes, 50 000 disparus, hein? Quand on laisse l'État algérien, enfin la junte au pouvoir, créer le GSPC, qui va aller tuer les moines de Tibérine, etc., on le sait que c'est le GIA, on le sait que c'est le DRS algérien, tout le monde le sait, c'est Jean-Baptiste Rivoire. Lounis Agoun, Jean-Baptiste Rivoire, ils sont très connus. Ils sont passés sur tous les plateaux télé expliquer tout ce qu'il y a là-dedans. Il y a tous les témoignages. On vous montre comment les gens étaient assassinés, massacrés, jetés dans les forêts de Médéa, etc. Le procès de la France-Afrique, on va parler du massacre du soldat qui a témoigné sur le massacre des Hutus et des Tutsis, le Rwanda, le pillage de l'uranium, le pillage de l'or, du pétrole, les coups d'État. Vous avez vu, la France, elle a des soldats partout en Afrique. Qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi il y a des soldats français en Afrique? Pour soutenir des dictateurs qui passent leur temps plus à Genève, à Paris et à Londres que dans leur propre pays. Paul Biya, tout le monde a salué sa réélection à la tête du Cameroun. Paul Biya, 86 ans, 88 ans, on ne sait plus combien, eh ben, il est toujours à la tête du Cameroun. C'est un voleur, un dictateur. Et il dépense son pognon où? À Paris, à Genève. La lanceuse d'alerte Chelsea Manning sera libérée au mois de mai.
Condamnée en 2013 à 35 ans de détention pour espionnage, elle a reconnu avoir fourni plus de 700 000 documents confidentiels à Wikileaks. Une peine réduite à 7 ans par l'actuel locataire de la Maison-Blanche. À 48 heures de sa passation de pouvoir, le président américain Barack Obama a choisi de commuer la peine de cet ancien analyste militaire. Un autre lanceur d'alerte américain, Edward Snowden, a salué la décision d'Obama. Lui-même exilé en Russie, il rappelle que Chelsea Manning a passé la plupart de sa peine à l'isolement et a tenté de se suicider à 2 reprises. Priorité au direct, on écoute tout de suite la policière municipale qui accuse les services du ministère de l'Intérieur. Il m'a exposé, donc être envoyé par le cabinet du ministère de l'Intérieur et m'a demandé d'apporter des précisions quant aux images de l'attentat. Donc jusque-là, aucun problème. Bien évidemment, c'est une réponse à laquelle nous pouvions tout à fait répondre. Toutefois, je me suis assurée de l'identité de la personne à laquelle je devais rendre des comptes. Donc, le commissaire qui est arrivé au CSU était en communication téléphonique avec cette personne, qui s'est présentée, qui a décliné son identité, qui ne sera pas révélée ce soir, mais qui le sera très prochainement, puisque toutes les pièces seront remises à la justice. Donc cette personne m'a bien confirmé être du cabinet du ministère de l'Intérieur et avoir besoin d'un positionnement exact des agents de police municipale, des agents de la police nationale, ainsi que du barriérage qui a été mis en place. Partant de là, donc encore une fois, requête à laquelle je pouvais tout à fait accéder. Là où ça a commencé à devenir problématique, c'est que quand j'ai eu cette personne au téléphone, elle m'a demandé d'effectuer une version modifiable. Donc évidemment, fait auquel je me suis opposée, tendu que si je signe un compte-rendu, ce n'est pas pour qu'il soit modifié par la suite. Et elle m'a avancé comme justification le fait que c'était plus simple en fait pour elle de pouvoir prendre des éléments et de les mettre au travers d'un communiqué qui à ce jour, dont je n'ai pas connaissance à ce jour. Donc, à la suite de cela, j'ai eu affaire, premièrement, à un commissaire de police. Ce commissaire de police s'est fait relever par un commandant de police, donc à peu près au bout d'une demi-heure. Et donc, les deux se sont échangés le téléphone avec lequel ils étaient en liaison avec la personne de laquelle émanait la requête. Et tout au long de la rédaction de mon rapport, j'ai été pressée, j'ai été harcelée, cette personne n'a eu de cesse d'appeler et les appels se sont intensifiés au fur et à mesure de l'avancée dans le temps. Alors, Jean-Louis Zambert, 56, tome 2, on sait que Daesh a été créé par l'Occident, armé par l'Occident, financé par l'Occident, crime et châtiment aussi. Faut-il brûler l'ONU? Pourquoi la crise? Jean-Louis Zambert, exceptionnel journaliste, qui ne passe jamais à la télé. C'est quand même inouï, non? C'est extraordinaire. Enfin, il a écrit plein de livres où il vous montre que des armes américaines ou françaises arrivent dans les mains des soldats de Daesh. Vous avez des milliers de Toyota, on se demande d'où ça vient. Vous avez des virements qui se font en vendant du pétrole. Daesh vend du pétrole à l'Occident en cachette, enfin pour pas très cher. Ils se font des milliards comme ça, avec des RIB, avec des SWIFT bancaires occidentaux, des banques occidentales. C'est pas moi qui le dis, c'est Brizard, je crois qu'il l'a dit, ou je crois que c'est lui. Lafarge a travaillé avec Daesh, non, Lafarge, CAC 40, une des plus grosses entreprises au monde, le cimentier Lafarge, il est actuellement en procès pour ça, donc ça c'est normal, c'est pas un complot peut-être ça. What I'm fighting for is just preserving the conditions of life on this planet. And of course in the process I have to fight against those who would destroy this. The mind, so I fight against the Cartesian mindset that thinks nature is dead. You can manipulate it to will and everything is divided. It's all just raw material. They talk about food as raw material now. They talk about water as raw material. And something's wrong with this Cartesian mindset.
L'esprit cartésien, qu'est-ce que ça veut dire pour Vandana Shiva? Il faut se rappeler que ce sont les idées, les penseurs qui déterminent derrière les systèmes économiques dans lesquels on est. Et Descartes, ce qu'il a apporté, c'est cette idée que l'homme est le possesseur de la nature, que la nature n'est plus un jardin enchanté, mais une machine. Donc on a perdu cette idée de vue, en fait, que il y a des interactions entre tous les êtres vivants qui participent à la formation de la biosphère. Donc parce qu'on a désacralisé la nature, on a permis son exploitation par ce modèle industriel. Ensuite, deuxième point qui découle en fait du premier. The second thing, of course, I'm fighting against is corporations, the illusion of the corporation and the illusions they create. The corporation is a fiction, it's not a person. But a piece of paper has been given human personality. And now they become so powerful, they dominate over ordinary citizens and take away the rights of ordinary citizens. I think corporate power and corporate control has become the biggest threat to the planet and to our freedoms as citizens. As long as corporations are treated as human beings will not be treated as human beings. They will be treated as surplus, as waste. Alors par corporation, ce qu'elle entend Vandana Shiva, c'est plus la structure juridique de l'entreprise qui a mis le profit des actionnaires au-dessus de tout le reste. Et donc l'idée à travers ça, c'est surtout de redéfinir les outils de pilotage des entreprises. And of course, the third thing I fight against is the merger of the economic power of corporations with the political power of the state, giving us now a corporate state, which only has one agenda, how to create markets for corporations, even though it's destroying the air, destroying the soil, destroying the water, and destroying our democracy. If we have to get out of this dead-end road for humanity, then the two things that are vital is we've got to bring nature back as the central defining feature of our lives, which is the ecological concern. And the second thing we have to do is bring people back. People have disappeared in corporate rule, so we need to rebuild local economies, because otherwise most people will be unemployed, some people will buy junk, both will be cursed, and then after a while everything will be over, because this is a very ecological, wasteful way of producing and consuming. So we need to reduce our ecological consumption and increase the quality of our life, and we can only do that if human beings come back into deciding what the economy will look like. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste.